Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 59, pour notre premier sujet, nous ferons la revue des statistiques de marché pour 2023 et ensuite, pour notre sujet principal, nous discuterons de comment mesurer le rendement de votre portefeuille. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Bonjour François, ça va très bien et je prends l'opportunité pour te souhaiter une bonne et heureuse année en 2024. De même pour toi, James, merci. Donc, avant de commencer, je voudrais souhaiter aussi à nos auditeurs une bonne année, de la santé et de la prospérité en 2024. Ceci dit, on a deux sujets d'actualité à traiter aujourd'hui. Puisque l'année 2023 vient de se terminer, je vais commencer par revoir les performances des marchés des capitaux mondiaux. Pour faciliter la discussion, je vais me référer à notre page de statistiques de marché, un document que vous pouvez trouver sur le site web de Sujet Capital dans la section ressources ou directement sur la page de notre équipe sur le site web de PWL Capital. Donc, après une année 2022 plutôt désastreuse où les marchés boursiers et obligataires ont chuté en même temps, la plupart des experts et des stratèges étaient assez pessimistes à l'aube de 2023. On sait maintenant que 2023 s'est avéré être un autre exemple de la difficulté à faire des prédictions sur les marchés et sur l'économie. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, François. Malgré tous les messages négatifs dans les médias financiers en début d'année, 2023 a finalement été une très bonne année pour les investisseurs avec des rendements à 2 chiffres pour la plupart des marchés des actions. Au début de l'année, tout le monde parlait de l'inflation et des banques centrales qui augmentaient agressivement leur taux d'intérêt pour la combattre. On craignait que le cycle historique de resserrement des taux d'intérêt des banques centrales pousse les économies mondiales en récession. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et on savait que une récession, ça doit absolument nuire au rendement des marchés boursiers et obligataires. Oui, et les banques centrales ont continué quand même à augmenter leur taux en 2023, mais à un rythme plus modéré qu'en 2022. Au Canada, la Banque du Canada a augmenté ses taux à 3 reprises, mais de seulement 25 points de base à la fois, passant de 4,25 à 5 %. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a augmenté ses taux à 4 reprises, elle, mais encore là, à coût de 25 points de base seulement, donc passant de 4,5 à 5,5 %. Ces hausses de taux ont un impact sur l'inflation puisque les taux d'inflation ont baissé de moitié. Ici au Canada, de 6,3 % à 3,1 %. Puis aux États-Unis, de 6,5 % à 3,1 % également. Cependant, l'impact appréhendé de ces hausses de taux d'intérêt ne s'est pas fait sentir, pas encore, et particulièrement aux États-Unis où l'économie est toujours en expansion et où la création d'emplois reste forte. J'ajouterais, François, que d'autres grandes banques centrales ont également continué à augmenter leurs taux et qu'elles ont, elles aussi, réussi à faire baisser des taux d'inflation. Par exemple, au Royaume-Uni, le taux d'inflation est passé de 11,6 % à 5,3 % et dans la zone euro, il est passé de 8,6 % à 2,9 %. Oui, toute une baisse là. Puis effectivement, cependant, on n'est pas encore sorti d'affaires en ce qui concerne l'inflation, mais on se rapproche petit à petit de l'objectif de 2 % visé par la plupart des grandes banques centrales. En plus des craintes économiques liées aux augmentations de taux d'intérêt, il y a encore de l'incertitude géopolitique, incertitude liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, aux tensions en Asie autour de Taïwan où la Chine puis les États-Unis chicanent, et plus récemment dû à l'éclatement d'une guerre au Moyen-Orient. Donc, beaucoup d'événements inquiétants pour les marchés boursiers. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en mars, on était au cœur d'une crise bancaire avec l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank aux États-Unis. Et un peu plus tard dans le mois, l'effondrement du Crédit Suisse, qui est une grande banque internationale. Je pense que nos auditeurs vont se rappeler, François, que ces faillites bancaires ont provoqué beaucoup de turbulences sur les marchés financiers quand ils sont survenus. En fait, la plupart des gains qui avaient été réalisés jusque-là ont été perdus lorsque les marchés boursiers, je devrais dire, se sont effondrés, perdant entre 6 et 7 % en l'espace de quelques semaines.
Ce n'était que le début de la volatilité négative sur les marchés parce que le marché américain, entre autres, a même connu une correction, c'est-à-dire baissé plus de 10 entre le 31 juillet et le 27 octobre. En fait, il a chuté d'environ 10,3 Fait que la plupart des autres marchés des actions ont également chuté, mais ils ont évité de justesse la correction technique de plus de 10 Ouais. Et puis, à partir de ce creux-là du mois d'octobre, on a assisté là, à vraiment un puissant rallye de fin d'année sur les marchés boursiers mondiaux. Un rallye qui a été aidé par les banques centrales qui ont mis sur pause leur politique de resserrement de taux d'intérêt. En décembre, la Fed a même indiqué qu'aucune autre augmentation n'était prévue et qu'elle envisageait même 3 baisses de taux en 2024. Bon, selon moi, c'est un excellent exemple de la raison pour laquelle il faut rester investi pour profiter des rendements du marché. Cette courte période de 2 mois a généré plus de 60% des gains pour l'année en entier. Et aux États-Unis, et près de 100% pour les actions canadiennes. Le S&P 500 a gagné 15,8% en dollars US. Le S&P TSX Composite ici au Canada a gagné près de 11,9%. Et les marchés développés internationaux ont augmenté d'environ 10% en monnaie locale. Les marchés obligataires ont également progressé au cours de ces 2 mois. Finalement, la plupart des gains réalisés par les obligations de l'année dernière se sont produits au cours de ces 2 derniers mois. Ouais, on ne sait jamais quand une forte reprise va se produire. Alors, encore une fois, il ne faut pas essayer de faire du market timing. Cette forte reprise serait produite juste après une correction, là, comme tu l'as dit, James, de 10% du marché américain. Puis juste au moment où les investisseurs ont tendance à capituler. C'est tout à fait exact. Et comme tu l'as dit, François, ça nous rappelle une fois de plus qu'il faut éviter d'anticiper le marché et on doit rester investi en tout temps. Une chose est sûre, en 2023, on a connu beaucoup de hauts et de bas et c'était loin d'être un long fleuve tranquille. Ouais. Ceci dit, on va maintenant regarder plus en détail les statistiques de marché en date du 31 décembre. Un petit rappel, encore une fois, nos statistiques de marché sont disponibles sur notre site web Sujet Capital et dans la section de notre équipe sur le site web de PWL Capital. On va fournir un lien là, pour les statistiques de marché dans la page pour le podcast. Donc, je vais commencer par les titres à revenus fixes ou les obligations. Au début de l'année, avec la perspective de nouvelles hausses de taux, les investisseurs obligataires craignaient encore une fois une troisième année de perte sur les marchés obligataires. Mais heureusement, ça ne s'est pas produit. Les obligations canadiennes à court terme ont augmenté de 5,02% sur l'année et le marché obligataire total, qui détient des échéances un peu plus longues, a augmenté de 6,7%. Le rendement à échéance de ces deux indices obligataires a été supérieur à 5% pendant une partie de l'année, mais il s'est maintenant stabilisé autour là, des 4%. Ouais, c'est vraiment un soulagement d'avoir des rendements positifs sur les marchés obligataires après ce qu'on a vécu en 2022, qui était une baisse historique au niveau des indices obligataires. Alors, mais là, il faut toujours savoir que les banques centrales étaient en mode resserrement, mais surtout en première moitié d'année. Avec ces taux d'intérêt qui atteignaient 5% et plus au cours de l'année, les investisseurs ont placé beaucoup d'argent dans les CPG et les comptes d'épargne à taux d'intérêt élevés. Oui, effectivement, James. Puis je peux comprendre qu'après les rendements, comme tu as dit, misérables de 2022, que les investisseurs recherchaient la stabilité et la sécurité de ces placements pour préserver leur capital. Cependant, je veux juste faire une petite mise en garde. Si vous êtes un investisseur à long terme et que la majeure partie de vos placements est constituée de CPG et de comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé, lorsque l'inflation va stabiliser à la baisse et que les taux d'intérêt vont diminuer, les rendements sur ces actifs sûrs vont probablement chuter également. Donc, à ce moment-là, ça va être difficile pour vous d'atteindre vos objectifs financiers à long terme. Je suis tout à fait d'accord avec toi, François. Avec de tels niveaux de taux d'intérêt sur des placements entre guillemets sûrs, il est vraiment tentant de vouloir faire le plein, mais je tiens à avertir nos auditeurs que les rendements des actions en 2023 ont largement dépassé ces taux d'intérêt élevés. La principale leçon à retenir est qu'il faut s'en tenir à son plan d'investissement à long terme, car le rendement espéré des actions est supérieur à ceux des titres à revenus fixes et des liquidités. Avec des actions dans votre portefeuille, vous augmentez vos chances d'atteindre vos objectifs. Ouais, les CPG ont certainement leur place, par contre, dans un portefeuille diversifié, mais les comptes d'épargne à
taux d'intérêt élevés, même avec les taux élevés actuels, ne sont pas des bons placements à long terme. Là. À long terme, ces instruments de trésorerie, parce que c'est du cash, ça, devraient avoir des performances inférieures à celles des obligations et des actions, comme ça a été le cas là, par le passé. Mais à propos des actions, François, peux-tu nous dire comment les différents marchés des actions se sont comportés l'année dernière? Oui, James, l'année dernière, là, comme on a mentionné en début, a été une très, très bonne année, avec des rendements à 2 chiffres partout dans les principaux indices qu'on suit, à l'exception des marchés émergents. Au Canada, l'indice S&P TSX Composite a enregistré un rendement de 11,7 %. Le secteur des technologies de l'information a fait le gros du travail avec une performance extraordinaire de 69,2 %, suivi par le secteur des soins de santé avec une performance de 18,3 %. Le secteur de la finance puis le secteur des industriels ont également fait un peu mieux que l'indice S&P TSX Composite. Étant donné que le secteur des technologies de l'information était de grands gagnants, je suppose que les titres de croissance ont surpassé les titres de valeur l'an dernier au Canada? Oui, c'est exact, James. Les actions de croissance à grande et moyenne capitalisation ont affiché un rendement de près de 14 % et les actions de valeur ont un rendement de 12,6 %. Quant aux actions de la petite capitalisation, elles ont sous-performé les actions de grande et moyenne capitalisation avec une maigre performance, si je peux dire, de 6 %. C'est pas vraiment surprenant parce que les actions de petite capitalisation ont tendance à sous-performer les actions à grande capitalisation, surtout quand il y a des craintes de récession comme on avait l'an passé. Et maintenant, du côté américain, François, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des actions? L'année était excellente pour les actions américaines. L'ensemble du marché a gagné près de 26 % à 25,96 %. Ça, c'est en dollars américains. En dollars canadiens, la performance est un peu plus faible, 23,26 %. Puis ça, c'est à cause que le dollar canadien a pris de la valeur par rapport au dollar américain. Cependant, contrairement à l'année dernière, les actions de croissance à grande et moyenne capitalisation ont dominé vraiment les actions de valeur avec une performance spectaculaire de 39,6 % contre seulement 9,1 % pour les actions de valeur. Bon, ben si j'ai bien compris ce qui s'est passé en 2023 aux États-Unis, François, la grosse histoire pour les actions américaines, c'était que l'engouement pour les actions liées à l'intelligence artificielle et à d'autres grandes entreprises dites technologiques. Ouais, auparavant, on avait l'acronyme FANG, F-A-A-N-G, et ça a été remplacé par un nouveau terme, les Magnificent Seven. Donc, c'est un groupe, le groupe des 7 compagnies qui ont maintenant la plus grande capitalisation boursière de l'indice Standard & Poor's 500. Et ce groupe comprend des noms que bien des gens connaissent bien. Alphabet, qui est Google, Amazon, Apple, Meta Platforms, qui est Facebook. Microsoft, Nvidia et Tesla. Peut-être Nvidia, c'est le nouveau venu que les gens connaissent moins là, au niveau de la technologie. Oui. Oui, puis collectivement, ces 7 titres représentent près de 27 % maintenant de l'ensemble de l'indice S&P 500. Leur performance en 2023 varie de 48 % pour Apple à 239 % pour Nvidia. Puis à l'exception d'Apple, leurs performances ont été plus du double de celles du S&P 500 l'année dernière. Ces 7 titres-là ont contribué pour près de la moitié des gains du marché américain en 2023. C'est vraiment impressionnant. Et effectivement, je crois, François, qu'à un moment donné, au cours du premier semestre de 2023, les Magnificent Seven avaient généré tous les gains du marché américain. Ouais. Et à la fin de l'année, on a constaté que plus de compagnies ont participé à la hausse du marché, malgré le fait que un petit peu plus que 70 % des actions américaines ont sous-performé par rapport à un indice. Donc, je suppose, François, que comme au Canada, c'est le secteur des technologies de l'information qui a enregistré les meilleurs rendements l'année dernière. Oui, tu as raison, James. Le secteur des technologies de l'information a enregistré une performance de 57,8 % et le secteur des services de communication a suivi avec une performance de près de 56 %. Je rappelle aux auditeurs que seuls 3 des Magnificent Seven font partie du secteur de technologie de l'information. Par contre, le secteur le moins performant est celui des services publics avec une performance de moins 7,1 %.
Pour terminer avec le marché américain, les actions américaines de petite capitalisation ont obtenu de bons résultats quand même en 2023 avec une performance de 14,4 % en dollars canadiens, ça. Comme pour leur homologue à grande et moyenne capitalisation, les actions à petite capitalisation croissance ont surpassé les actions de valeur avec une performance de 16,1 contre 12,2 % pour les actions à petite capitalisation valeur. Puis encore là, toutes ces performances sont en dollars canadiens. Enfin, pour terminer, là, on va regarder les marchés internationaux développés. Ils ont également connu une bonne année. Les actions à grande et moyenne capitalisation ont enregistré un rendement de 16,2 %. Ça, c'est en monnaie locale. En dollars canadiens, c'était 15,7 %. Toutefois, contrairement au Canada et aux États-Unis, les actions internationales de type valeur à grande et moyenne capitalisation ont surpassé les actions de croissance avec un rendement de 16,4 % contre 15,1 % pour les actions de croissance. Les actions à petite capitalisation sont un peu à la traîne comme partout ailleurs avec une performance de 10,7 %. Et pour conclure, là, sur les marchés émergents, les actions de grande et moyenne capitalisation ont enregistré une performance de 7,9 %. Les actions de valeur ont surpassé les actions de croissance, contrairement aux autres marchés. Et les petites capitalisations ont enregistré une très forte performance de 21,8 %. Encore une fois, toutes ces performances-là sont en dollars canadiens. Merci pour cette mise à jour, François. C'est très complet. Et puis, comme tu l'as souligné, les experts ne prévoyaient pas de bonnes choses pour les marchés en 2023. Les marchés ont surpris tout le monde et ont fait preuve de résilience face à l'adversité. Et comme dit le proverbe, ils ont escaladé un mur d'inquiétude ou en anglais, on dit « climb the wall of worry ». Oui, tout à fait. Donc maintenant, pour notre sujet principal aujourd'hui, on va aborder comment mesurer la performance de votre portefeuille. Ce sujet va de pair avec le premier. Alors James, par où aimerais-tu commencer? Bien, François, ce sujet me tient particulièrement à cœur. Nous produisons des rapports de performance depuis la création de la société en 1996. Cependant, le régulateur, j'aimerais rappeler à nos auditeurs, a seulement implanté des nouvelles réglementations pour les firmes de placement, les obligeant de produire un rapport de performance pour les clients qu'à partir de 2016. Wow, c'est quand même 20 ans plus tard que PWL, ça. C'est incroyable, hein? Ouais. Donc, François, ce que je veux vraiment aborder aujourd'hui pour nos auditeurs, c'est la façon de mesurer la performance de leur portefeuille et, de façon plus importante encore, les aider à mieux comprendre d'où viennent leurs rendements. Pourquoi est-ce vraiment important? Ben, selon moi, selon nous, on en parle tout le temps. C'est essentiel afin de prendre les bonnes décisions de placement et afin de s'assurer qu'on reste discipliné avec son plan d'investissement à long terme. Oui, le défi cette année pour certains auditeurs là, pourrait être de gérer leur déception d'avoir manqué la reprise dans les marchés des actions, en particulier du côté des actions américaines. Comme on l'a mentionné précédemment, là, la leçon classique de 2023 est la suivante: ignorer toutes les prévisions du marché. Les mouvements du marché sont souvent dominés par des surprises que l'on ne peut pas prévoir. Effectivement, c'est tout à fait exact, François. Et comme tu l'as dit précédemment, si on revient à janvier à 2023, les experts du marché étaient tous pessimistes quant aux perspectives des actions pour l'année. Et en fait, le bruit dans les médias financiers consistait surtout à prévoir une récession, en fait, qui ne s'est jamais produite, du moins pas aux États-Unis. Aujourd'hui, la plupart des experts du marché prévoient un atterrissage en douceur. Mm-hmm. Et étant donné que les prévisions économiques sont souvent erronées, il est peu probable que les stratèges soient en mesure de prévoir la performance future des marchés. Là. La leçon à tirer pour les investisseurs est qu'il ne faut pas tenir compte des prédictions, il faut plutôt s'en tenir à son plan d'investissement, se concentrer sur la diversification et aussi rééquilibrer son portefeuille quand c'est nécessaire. Donc, pour en revenir à notre sujet, François, à savoir comment mesurer la performance d'un portefeuille, vous devez premièrement examiner la manière dont votre portefeuille a été structuré. En règle générale, votre plan d'investissement définit votre répartition cible entre les actions et les obligations. Oui, c'est assez élémentaire, là, mais quand on parle à des nouveaux clients, souvent, là, ils n'ont aucune idée de leur répartition d'actifs. En fait, on peut dire que la plupart n'ont même pas de plan d'investissement à long terme.
Nos clients, en fait, c'est pas le cas, François. Ils ont tous signé une politique de placement, ou EPP dans notre jargon. En anglais, on dit IPS, Investment Policy Statement. Ce document définit la manière dont les comptes seront gérés, y compris les allocations d'actifs cibles. Nos rapports de performance présentent un rendement total du portefeuille pour l'ensemble des comptes inclus dans l'énoncé de cette politique de placement. Oui, un EPP, là, énoncé politique de placement, type couvre les comptes personnels imposables, les particuliers, les CELI, les REER ou les FER, et également, si nécessaire, les comptes imposables de sociétés de portefeuille d'investissement. Notre rapport de performance donne un rendement total qui est net de frais. Nous générons également des rendements pour 5 classes d'actifs, soit 1 pour les obligations, 2 les autres titres à revenus. Nous, on met dans ça là, les fiducies de placement immobilier puis les services d'utilité publique. 3 pour les actions canadiennes, 4 pour les actions américaines et en fait 5 pour les actions internationales qui comprennent les marchés émergents. Puis c'est grâce à ces rendements par classe d'actifs que nos clients là, peuvent voir d'où provient leur rendement total parce qu'ils sont en mesure de voir comment chaque classe d'actifs s'est comportée. Pour nos auditeurs, l'étape suivante consiste à trouver un indice de référence approprié pour mesurer la performance de chaque classe d'actifs. Alors, ça commence à être très technique. Ici, on regarde du côté de la CFA Institute, l'organisme basé aux États-Unis qui réglemente les titres de Chartered Financial Analyst, qui est le titre très reconnu mondialement au niveau de la gestion de portefeuille. Mais eux, ils ont établi des normes professionnelles par rapport à la sélection des benchmarks ou des indices de référence. Le CFA Institute estime, et traduction libre, qu'un indice de référence est essentiellement le point de départ pour toute bonne évaluation de votre performance. Il est défini comme un taux de rendement indépendant ou taux de rendement cible qui constitue un test objectif de la mise en œuvre efficace d'une stratégie d'investissement. Ouais, un petit peu de jargon, là, James, ce matin. Ouais, pas mal, hein? Ça veut dire que l'indice de référence est un outil de mesure qui doit être adapté à la façon dont votre portefeuille est construit. Si votre portefeuille est construit avec une allocation plus faible en actions, il est normal que votre rendement soit inférieur à celui d'une personne qui a une allocation plus élevée en actions, particulièrement là, ici en 2023. Les deux investisseurs ont donc un indice de référence qui devrait être différent. Alors, merci François d'avoir clarifié ce point, mais je vais encore ajouter un petit peu plus de jargon. Pour déterminer ce qui constitue un bon indice de référence, la CFA Institute estime que 1. Les indices de référence les plus efficaces sont représentatifs de la classe d'actifs dans votre portefeuille. 2. L'indice de référence, elle doit être investissable, c'est-à-dire qu'il doit constituer une alternative d'investissement viable. 3. L'indice de référence doit être construit de manière disciplinée et objective. 4e, l'indice de référence doit être conçu à partir d'informations publiquement disponibles. 5. L'indice de référence doit être acceptable en tant que position neutre. Et finalement, l'indice de référence doit être constant. Ouais. Pour nos auditeurs, là, chez PWL, on a fait le travail pour nos clients et nous mettons ces informations à disposition du public sur notre page de statistiques de marché que j'ai mentionné plus tôt. Enfin, François, j'ajouterais que les lignes directrices de l'Institut CFA soulignent que le mauvais choix d'un indice de référence peut nuire à l'efficacité d'une stratégie d'investissement et mener à de l'insatisfaction. Ouais, l'objectif de mesurer la performance est d'évaluer cette dernière par rapport à des normes vérifiables afin de vous assurer que vous allez atteindre vos objectifs à long terme. En résumé, si votre indice de référence n'est pas approprié, toute interprétation de votre performance sera inutile ou même trompeuse. Je pourrais vous inciter à faire des changements à votre plan d'investissement à long terme. Et c'est vraiment à ça qu'on veut éviter des changements qui ne sont pas faits pour les bonnes raisons. Fait que je suis tout à fait d'accord avec toi, François. On ne peut pas comparer, exemple, un portefeuille classique, 60% actions, 40% obligations, un portefeuille 100% en actions américaines, ou un portefeuille concentré dans les Magnificent Seven. Et ça, c'est pourquoi, mon ami a fait tant de pourcentage, moi j'ai fait moins, j'ai moins bien fait. Non, ça se peut que ton rendement soit meilleur compte tenu du risque et de ton allocation cible. Tout à fait.
Puis une autre façon, James, de mesurer votre performance ou pour nos auditeurs, ça va être de le comparer au rendement prévu. Puis vous pouvez utiliser le guide des hypothèses de planification financière de PWL pour faire ça. On l'a publié à la mi de l'année 2023. Puis si on examine les rendements attendus à long terme pour les principales catégories d'actifs, les titres à revenus fixes devraient produire un rendement de 4,2 %. Les actions canadiennes, près de 7 % à 6,99 %, les actions américaines à 6,4 % et les actions internationales des marchés développés et émergents à 7,35 %. Bon, si on revient à la page des statistiques de marché de PWL pour 2023, dont on a déjà parlé plus tôt, les indices de référence appropriés pour ces catégories d'actifs, je souligne, ont tous nettement superperformé par rapport au rendement attendu à long terme estimé par PWL. Oui. Ouais. James, à ton avis, c'est quoi le plus grand danger d'une mauvaise interprétation de la performance de son portefeuille? En fait, comme on a mentionné plus tôt, c'est le même danger auquel tout investisseur est confronté en janvier à chaque année en regardant ce qui s'est passé l'année précédente. Soyez conscient du biais de récence. N'investissez pas dans quelque chose uniquement parce que ça aurait bien performé dans l'année qui vient de passer et ne vendez pas parce que ça aurait sous-performé. Historiquement, les investisseurs ont tendance à acheter des titres gagnants d'hier après une grande performance et à vendre les titres perdants d'hier après la perte qui a déjà été subie. Alors, c'est ça. Oui, effectivement, James, surtout si on adopte une approche comme la nôtre avec des fonds négociés en bourse avec une large diversification. Là. Je rappellerai aussi à nos auditeurs que les marchés sont aléatoires ou comme on dit en anglais, it's a random walk. Il est impossible de prévoir l'avenir. Malheureusement, les rendements passés ne permettent pas de prédire les rendements futurs. C'est pourquoi la diversification est plus importante que jamais. Après la grande récession, beaucoup ont affirmé que la diversification ne fonctionnait plus parce que les actifs à risque étaient devenus trop corrélés. Mais cependant, les avantages de la diversification proviennent également de la dispersion des rendements dans un groupe d'actions. Ouais. L'année dernière, on a encore vécu une grande dispersion dans les rendements, comme au cours des 20 dernières années, ce qui montre que la diversification présente toujours de grands avantages. Enfin, François, je voudrais rappeler à nos auditeurs que la gestion active est une formule perdante et ceci autant lors des marchés haussiers que baissiers. L'année dernière a encore été marquée par la sous-performance de la majorité des fonds gérés activement. Oui, on pourra revenir là-dessus avec une analyse plus approfondie plus tard cette année. Puis même dans les rares cas où la gestion active surperforme les indices de référence, là, c'est généralement de courte durée. Ce n'est pas pour le long terme. Tout à fait d'accord, François. Maintenant, pour conclure le sujet principal d'aujourd'hui, on recommande à nos auditeurs de s'en tenir à leur plan d'investissement à long terme et de conserver leur état d'esprit d'investisseur. Comme je l'ai dit l'année dernière, il est impossible de savoir à l'avance où vont les marchés. À la même époque, l'année dernière, il était difficile d'imaginer une reprise des marchés avec toute l'incertitude quant à la direction de l'économie et aussi dû au fait de la chute spectaculaire des marchés en 2022. Puis, comme on sait, James, il y a toujours de l'incertitude dans l'économie, par conséquent dans les marchés des capitaux. Exactement. Il s'agit d'une leçon importante sur la nature des marchés qui sont tournés vers le futur ou, on dit en anglais, forward-looking. Ça met en évidence la façon dont les prix actuels reflètent les attentes collectives des acteurs du marché pour l'avenir. L'histoire des marchés des capitaux plaide en faveur de la persistance et de la patience. Oui. Un retour sur les rendements historiques confirme la nécessité de maintenir le cap avec son plan d'investissement à long terme. Le message qu'on vous a donné ou qu'on a donné à nos auditeurs l'année dernière à la même époque, là, dans notre podcast numéro 48, était que les rebonds spectaculaires se produisent souvent après des baisses brutales comme celle de 2022. Ces rebonds aident les investisseurs à capturer les rendements à long terme offerts par les marchés. Ceux qui ont vendu leurs actions au début de 2023 pour investir dans la sûreté des CPG, qui avaient des taux d'intérêt les plus alléchants depuis plus de 20 ans, ont peut-être fait une erreur. Là. Ils ont perdu des rendements importants dans les actions en 2023. François, cet historique est excellent pour ancrer notre réflexion en tant qu'investisseur à long terme et pour réaffirmer encore une fois à nos auditeurs qu'ils doivent avoir un état d'esprit d'investisseur. The investor mindset, on dit en anglais. Donc, il faut à tout prix rester discipliné et se concentrer sur le long terme afin d'éviter de se laisser décourager par les bruits dans les médias financiers.
Oui, ça c'est bel et bien notre mantra, James. Donc sur ça, je veux te remercier d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 59e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'y êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 15 février. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. À bientôt!